Est-ce qu'on peut en prendre 2-3 questions d'affilée, puis après, je commence. N'ayez pas peur. Vous avez demandé 3 questions. Donc la première, c'est sur puisque vous êtes en charge de la communication et puis vous avez évoqué l'Irak, et il y a quelques jours on avait Pierre Vimont qui était dans les murs, ça fait un peu penser à la BD Quai d'Orsay, et je me demandais justement si au niveau de la communication du ministère des Affaires étrangères, vous envisagez un peu ces nouveaux modes de communication. La BD par exemple, c'est un gros succès critique et même de vente. Ça contribue à donner une certaine image. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous cherchez à jouer sur ces nouveaux modes de communication en dehors de Twitter et Facebook? D'accord. Une autre question? Il y a un courageux qui s'est lancé. Oui, donc bonjour et merci de prendre le temps d'écouter ma question. Donc comme on le disait, on a reçu Pierre Vimont en début de semaine, qui est donc numéro 2 du service européen pour l'action européenne. Il nous a parlé donc du développement de son service. Ma question était donc, est-ce que le rôle du Quai d'Orsay ne va pas tendre à diminuer à moyen ou long terme au profit d'une diplomatie européenne? D'accord. Oui, vas-y. Alors, bonjour, je suis étudiant en 4e année en relations internationales. Et je fais mon mémoire sur la politique française dans le Golfe, à l'heure du printemps arabe. Et je voulais savoir si l'action du Quai d'Orsay au sein des pays du Conseil de coopération du Golfe avait changé avec le printemps arabe, selon vous, comme vous avez dit, numéro 2 de l'ambassade à Abu Dhabi. Je voulais savoir votre point de vue là-dessus. Donc, communication, oui, on essaye de jouer sur tous les modes de communication. D'ailleurs, Pierre Vimont, c'est lui qui est dans la BD Quai d'Orsay. Voilà. Il y a un film qui est en train de tourner en ce moment, Quai d'Orsay, sur cette BD. Donc, il y a un film en train de tourner, on a autorisé ce film. Mais c'est vrai que une de nos priorités, c'est quand même la diplomatie numérique. C'est nous exprimer sur tout le numérique. Alors, c'est pas seulement Twitter ou Facebook, c'est aussi Flickr, YouTube, Dailymotion, on met des vidéos en ligne, on fait des Tumblr pour raconter ce qu'on fait. On essaye de diffuser, on se concentre quand même beaucoup sur le numérique, mais on fait aussi des expositions photos. On a fait l'année dernière en matière de BD avec l'Union européenne une exposition à Angoulême pour essayer de rapprocher, de nous faire comprendre les enjeux de l'Union européenne aux Français. Voilà ce qu'on fait. Donc on joue sur tous les médias, mais avec quand même une priorité sur le numérique, sur Internet, qui nous offre cette possibilité de dialoguer aussi, qui est ce qu'on veut faire. On fait des chats sur Twitter, par exemple. On en a fait 2 pour l'instant, un sur la Syrie il y a une semaine, 10 jours, et un autre sur la peine de mort il y a un mois. Et on en fait un bientôt avec Pascal Canfin, le ministre, sur le changement climatique. Vous pouvez revenir sur la question si vous voulez, mais j'essaie d'en prendre plusieurs. Sur le service européen d'action extérieure, donc Cathy Ashton, Pierre Vimont. Oui, peut-être qu'il y a un avenir, il y a des domaines, où il va nous remplacer. Mais nous sommes tous les États européens, enfin en tout cas la France, le Royaume-Uni, sont des vieux États avec une habitude de relations internationales anciennes. Et on a du mal à céder. On a du mal à céder notre souveraineté dans ce domaine. Et puis on ne s'entend pas toujours. Vous voyez, sans remonter à l'Irak, regardez le 29 novembre, c'était la semaine dernière, le vote sur le rehaussement du statut de la Palestine à l'ONU, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, division des Européens, 14 à oui, je crois, un non.
et puis le reste en abstention. Donc on n'est pas complètement d'accord sur beaucoup de choses. Regardez la Libye, c'était il y a 2 ans, l'Allemagne qui s'abstient sur la résolution, alors que les Britanniques et nous, on était partants, on a mené cette opération. Oui, il y aura vraisemblablement une mutualisation dans beaucoup de domaines, mais je crois que ça va prendre du temps. Troisième question, dans le Golfe, parce que c'est vrai que le printemps arabe a lieu partout, mais pas dans le Golfe. Il n'a pas touché les États arabes du Golfe, hein, l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar. Il ne les a pas touchés ou très peu. Alors, il faut distinguer, parce que si vous prenez le Qatar et les Émirats, il y a une telle richesse qu'avec la redistribution des richesses, finalement, il n'y a pas énormément de demandes. Il y a quelques personnes qui sont emprisonnées, mais l'hiver, enfin, c'est pas... Il n'y a pas des soulèvements de la population. En revanche, au Bahreïn, c'est différent. Là, il y a les chiites qui sont majoritaires, mais qui n'ont pas le pouvoir. Donc là, au Koweït, il y a une démocratie depuis longtemps. Il y a des manifestations, mais au Koweït, finalement, la démocratie se poursuit. Mais si je prends le cas du Bahreïn, de l'Arabie Saoudite, peut-être où il y a le plus de demandes, on n'hésite pas à critiquer, on n'hésite pas à dire il faut changer, il faut essayer d'avancer. Donc c'est plutôt ce qu'on dit à la fois en privé, quand on a ce contact avec les dirigeants de ces pays, et puis ce qu'on dit publiquement. Si vous prenez, on a tous sur le site internet ce qu'on déclare, ce que déclare le porte-parole du Quai d'Orsay, ce que dit le ministre des Affaires étrangères, ce que dit le président de la République sur ces pays-là. On encourage le changement, on incite à prendre les dirigeants de ces pays à prendre en compte ce que disent leur population. D'autres questions? Oui, je sais pas. Oui, bonsoir. Vous avez dit que le concours était le principal mode de recrutement du service diplomatique. Vous avez également mentionné l'ENA. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de recrutement? Bonsoir et merci de votre intervention. J'ai une question pour le président, mais est-ce que, avec le changement de majorité présidentielle qu'il y a eu, est-ce que cela affecte le travail du diplomate ou même son affectation dans les postes? D'autres questions? Une autre question? Ouais. C'est aussi dans le cadre du changement de majorité. Mais est-ce qu'il y a eu un changement d'image de la France, la politique de Sarkozy au Moyen-Orient, ça a marqué une rupture? Est-ce qu'avec François Hollande, on a retrouvé un peu la popularité qu'on avait auparavant? Ou est-ce que pas encore? Recrutement. Concours, oui, c'est la très grande majorité. Alors, quelques recrutements de contractuels, pas énormément. Pourquoi pas énormément? Parce que, vous savez, il y a des contraintes budgétaires, on réduit le nombre d'agents de la fonction publique, et quand on commence à réduire, c'est d'abord les contractuels qu'on recrute moins, parce qu'on ne peut pas faire partir les fonctionnaires, donc on recrute moins de contractuels. Mais on en recrute quand même, parce qu'il y a des métiers comme l'informatique, l'audiovisuel, on ne sait pas bien faire. Donc c'est assez faible. Par détachement aussi d'autres administrations, vous êtes, je sais pas, par exemple au ministère de la Défense ou au ministère de la Culture, vous pouvez, dans certaines conditions, être détaché au ministère des Affaires étrangères et dans un certain nombre d'années vous faire titulariser. Il y a ces voies-là. Mais c'est essentiellement les concours qui sont la voie de recrutement habituelle. On recrute aussi des volontaires internationaux. Regardez aussi sur le site des Affaires étrangères. Ce sont des contrats d'1 à 2 ans
dans les ambassades, dans les centres culturels. C'est assez intéressant comme expérience. Et ça vous permet de connaître la vie d'une ambassade, voir si ça vous plaît, et puis essayer après les concours. On a des stagiaires aussi, pareil, sur le site du ministère, il y a une rubrique recrutement, emploi, stage. Vous avez pas mal d'informations. Alternance. Alors on n'est pas comme le système américain, qui est le spoil system, c'est-à-dire que dans le système américain, dans les ambassades, il y a des personnes qui ont aidé, qui ont financé la campagne du président. Et donc quand il y a un changement, ils partent, ils vont dans le privé, c'est très fluide dans le système américain. Nous, non, on est fonctionnaire, pas le cas, on est fonctionnaire de carrière. J'étais dans le service de presse, sous le code de la presse, donc les derniers mois d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. Je suis directeur adjoint maintenant parce que la personne que j'ai remplacée est partie à l'Élysée pour être porte-parole de la cellule diplomatique de l'Élysée. Donc voilà, sa place est libérée, je l'ai prise. Mais on est quand même tenu par un devoir de loyauté et un devoir de réserve également. Donc ça amène à une deuxième question, image. C'est difficile pour moi de répondre parce que je ne peux pas vous dire ce que je pense réellement. Donc je m'en sortirai en vous disant que ça dépend des pays. Il y a des pays qui appréciaient le président Sarkozy parce qu'il était dynamique, il prenait des initiatives. En Libye par exemple, ça a été beaucoup apprécié par beaucoup de pays arabes. Il y a des pays qui préfèrent, des dirigeants qui préfèrent François Hollande parce qu'il est moins abrupt, il est plus riche, il prend plus le temps. Donc ça dépend des pays vraiment. Et en dehors des dirigeants, dans l'opinion, enfin, les opinions, l'image de la France. Voilà, la perception de la France dans le monde. Je pense que la France reste très bien perçue. Si vous regardez les enquêtes d'opinion, je regardais récemment, parce que je faisais une conférence à l'ENA sur la diplomatie d'influence, donc je regardais ça. On a une très très bonne opinion, par exemple, dans les pays arabes. Parce qu'on est perçu, mais depuis donc, les printemps arabes ont commencé il y a 2 ans maintenant, 2 ans. Parce qu'on est perçu comme soutenant les peuples arabes, soutenant leur volonté d'être écoutés, de démocratisation. Donc on est bien perçu. Si on fait le tour, alors on perd peut-être un peu d'influence parce que à cause de la crise économique, mais dans d'autres domaines, on voit bien qu'on agit. La perception, par exemple, des Américains, c'est que dans le domaine économique, c'est la France et l'Allemagne qui mènent les choses en Europe, et que dans le domaine militaire, c'est le Royaume-Uni et la France. Mais la France est toujours là. Donc pour les États-Unis, l'image de la France, c'est qu'on est un partenaire très important. Par exemple, enfin bon, après il faut voir selon les pays. Oui. Et puis le garçon pose des questions. Merci, bonsoir. Je voulais savoir comment est-ce que Quai d'Orsay vous défendez les intérêts économiques et financiers de la France dans votre mission de proposition, par exemple? Si oui, comment? Est-ce que les lobbies ont une place au Quai d'Orsay? D'accord. Voilà. J'aimerais savoir si, d'une manière ou d'une autre, les Français de l'étranger assistent les ambassades, et si c'est une communication ou pas du tout, si c'est simplement national. Je vais répondre à ces 3 questions simultanément. Enfin, pas pour en débarrasser, simplement pour en avoir d'autres. Diplomatie économique, oui on le fait et oui on va le faire plus. Laurent Fabius, le ministère étrangère, on a fait une des priorités pour les ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'on a un déficit du commerce extérieur qui est énorme, 70 milliards d'euros par an. Parce que c'est des emplois pour les Français, à la fois exportés et renforcer l'image de la France pour montrer qu'on est, voilà, pour inciter les pays étrangers à investir en France et à créer des emplois. Donc c'est les deux axes de la diplomatie économique.
comment on fait? Déjà, on va le prendre, on va former mieux les ambassadeurs, les diplomates à ça. On va donner des instructions à l'ambassadeur pour qu'il soit vraiment le coordinateur de tout ce qui se fait à l'étranger en matière de développement économique. Alors à l'étranger, il y a plein de monde qui fait le ministère des Finances à travers les services économiques, à travers ce qu'on appelle UbiFrance, qui aide les petites et moyennes entreprises. Il y a les chambres de commerce bilatérales. Par exemple, quand j'étais aux Émirats, il y avait la chambre de commerce franco-émirienne. Il y a des entreprises elles-mêmes qui essayent de développer des choses. Donc l'ambassadeur va rassembler tous ces gens et avec eux faire en sorte qu'on développe encore mieux nos atouts, qu'on les présente encore mieux, qu'on aide les entreprises. On va mettre en ligne une vidéo sur la diplomatie économique, par exemple. Enfin, celle qu'on vient de faire, c'est en Suède. Dans le domaine des transports, on a des gros atouts, on est assez bon dans le monde en matière de transport. Eh bien, notre ambassadeur à Stockholm a organisé une conférence ainsi bien où il a invité des grandes entreprises françaises, SNCF, etc., enfin RATP et d'autres, pour montrer ce qu'on sait faire en matière de transport et essayer de nous faire connaître, de remporter des contrats. Donc voilà par exemple un thème, un moyen de développer l'économie en France. Est-ce qu'il y a des lobbies? Pas comme il y a au sein de l'Union européenne, j'imagine que Pierre Vimont vous en a parlé. Non. Au sein de l'Union européenne, oui, il y a des lobbies. Il y a des régions françaises ou étrangères qui s'installent à Bruxelles pour essayer de faire valoir leurs intérêts. En France, déjà, c'est très réglementé, y compris au Parlement français. Mais on a bien sûr un dialogue avec les grandes entreprises françaises, avec les moins grandes aussi, pour essayer de prendre en compte leurs enjeux, leurs besoins. On travaille, je vous l'ai dit, beaucoup avec les collectivités locales, donc on parle avec elles sur ce qu'elles veulent faire à l'étranger, ce qu'elles essayent de développer. Donc ce n'est pas un système de lobbying qui serait peut-être d'ailleurs illégal, hein, des gens qui viendraient nous voir, qui nous invitent au restaurant, qui nous invitent. On ne le fait pas, mais on prend bien sûr en compte les intérêts français, puisqu'on doit les défendre à l'étranger. Donc les intérêts français ils sont représentés par les grandes entreprises, par les collectivités locales et leur volonté de développement à l'étranger. Troisième question, les Français de l'étranger. Oui, ils sont représentés, oui, on parle avec eux. Il y a des sénateurs depuis assez longtemps, des sénateurs des Français de l'étranger, et depuis l'année dernière, des députés des Français de l'étranger. Donc, ils contribuent à l'élaboration de la loi. Et puis, il y a des élus des Français de l'étranger aussi, localement, qui se retrouvent régulièrement dans une assemblée des Français de l'étranger qui se réunit 2 fois par an à Paris. Et puis localement, on travaille beaucoup avec eux. On a dans tous les pays étrangers des plans de sécurité au cas où il y ait une crise, qu'on puisse faire en sorte que nos compatriotes soient protégés, alors avec des consignes. On a des chefs d'îlots, par exemple. Dans le cas de Dubaï, on a divisé la ville en 11 secteurs. On a demandé aux Français on a désigné des chefs d'îlots. Les personnes ont une radio et connaissent les personnes de leur secteur géographique. Et en cas de crise, avec les radios, on les joint, on leur dit voilà, passez la consigne qu'il faut rester chez vous parce qu'il y a des manifestations dangereuses. Et puis si la crise monte, eh bien, on dit il faut vous regrouper. Donc on prépare des points de regroupement dans les lycées français, dans les hôtels, etc. Puis si la crise est encore plus forte, on a un 3e degré où on évacue, donc on a des plans avec le ministère de la Défense pour évacuer les Français. Ça arrive fréquemment, les Français et puis les Européens d'ailleurs. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place, qui veut dire qu'on a un dialogue régulier avec les communautés françaises pour ça, pour la sécurité, pour le fonctionnement du lycée, pour beaucoup de choses. Autre question? Oui, les médias détiennent toujours un recul de la
de la politique étrangère française en Afrique. Quel est votre sentiment là-dessus? Et si oui, comment voyez-vous le contre-pied de cette lecture? Vous parliez tout à l'heure des nouvelles technologies et le fait que la diplomatie passe de plus en plus par le numérique. Il y a 2 ans, il y a eu les révélations de Wikileaks notamment. Est-ce que le fait que l'informatique ne soit pas forcément sûre, ça a impacté la diplomatie française ou la façon de nous comporter dans les relations internationales? Wikileaks. C'est Oui, ça. Wikileaks et la cybercriminalité en général. Des questions? C'est à propos des otages au Mali. Comment est-ce que le Quai d'Orsay réussit à mélanger une certaine transparence qui est nécessaire et tout de même pour rassurer par exemple les familles et tout de même essayer justement de ne pas mentir et essayer tout de même de ne pas trop en révéler pour ne pas créer de problèmes diplomatiques? Alors je vais aussi les prendre dans le recul en Afrique. En fait, je dirais pas un recul, je dirais un changement en Afrique. Une époque qu'on a appelée la France-Afrique, où on agissait, c'était plus la colonisation bien sûr, mais c'était encore une époque où il y avait des arrangements qui n'étaient pas des rapports d'égaux à égaux. Et ce qu'on essaye de faire, et ce que dit souvent Pascal Canfin, donc, qui est le ministre délégué au développement, c'est qu'on veut en finir avec ça, et lui justement il n'est plus le ministre de la coopération, il est le ministre du développement, et il veut avoir avec ces pays-là une relation d'égal à égal, de la transparence dans tout ce qu'il fait. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est ce que disent le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et donc le ministre du Développement. On essaie de changer de perspective. On avait des accords de défense avec beaucoup de pays africains. On est en train de les mettre dans une perspective plus large, avec nos partenaires européens. Par exemple, ce qu'on prépare au Sahel, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec les Européens. Il va y avoir l'ambition européenne d'appui à l'armée malienne, de reconstruction et de réorganisation de l'armée malienne. Et puis l'opération qui aura lieu dans quelques mois au Nord Mali pour faire partir les terroristes, pour se débarrasser des terroristes. Ce n'est pas une opération française, c'est une opération africaine qui aura l'appui des Nations Unies et peut-être un appui logistique de pays européens, dont la France. Alors qu'il y a 20 ans, ça aurait peut-être été une opération militaire française, comme il y a eu par exemple au Congo ou ailleurs. Donc on change d'approche. Mais on reste très investi. Pourquoi? Parce que même si l'Afrique est pauvre, connaît des difficultés, c'est un continent qui va se développer très vite. Il y a des taux de croissance déjà importants dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est aussi pour la francophonie, donc pour l'influence de la langue française, un réservoir énorme. La majorité des gens qui parlent français dans 20 ans, 30 ans seront en Afrique. Aujourd'hui, il y a 200 millions de personnes qui parlent le français dans le monde. Il y en aura 700 millions, dont une très très grande majorité en Afrique d'ici 2050. Donc on est très attentif à ce qui se passe en Afrique. On est très à l'écoute. Mais c'est le mode de relation qui a changé, mais on ne recule pas en Afrique. Enfin, on ne souhaite pas reculer. Mais d'autres arrivent, les Chinois, les Américains. On ne va pas empêcher les Chinois d'aider les Africains. Ce qu'on demande, c'est qu'ils le fassent dans la transparence. S'ils construisent des routes, des ponts, il faut que ce soit des routes et des ponts de qualité. Donc que toutes les relations se fassent dans la transparence. C'est ce qu'on essaie de plaider. Mais on ne dit pas, par exemple, au Rwandais, vous n'avez pas le droit de parler anglais. C'est normal qu'ils veuillent parler anglais, que les Africains veulent parler anglais. Voilà. Aller dans les universités aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est leur liberté. Il faut que nous, on montre qu'on a des bonnes universités, qu'on peut les accueillir et qu'on est toujours à leur écoute. Donc c'est voilà un changement. Nouvelle technologie Wikileaks, oui, on n'est jamais à l'abri. Il y a quelquefois nos télégrammes qui sont dans le Canard enchaîné, qui sont dans Libération, dans votre journaux, dans la Tribune. On essaie de tirer les leçons de Wikileaks, de ne pas se le faire prendre, mais ça peut arriver. Cela étant, la plupart des secrets, c'est pas tellement la révélation des télégrammes confidentiels, c'est les gens qui parlent trop au téléphone. Nous, on est beaucoup moins, nous, diplomates français, on est beaucoup moins attentifs que le sont les Américains,
les Britanniques. Quand vous allez à l'ambassade des États-Unis, vous avez une réunion, vous laissez votre téléphone à l'entrée. Nous, on va à des réunions confidentielles avec le téléphone, alors c'est très facile de piéger un téléphone et d'en faire facilement à distance une sorte de micro. Donc vous êtes dans une réunion secrète, vous avez votre téléphone, et si quelqu'un a piégé, c'est tant que j'ai votre téléphone, il peut vous aider. Donc c'est plutôt une autre culture qui est importante, on essaie de le développer. Souvent des gens qui rigolent, qui disent non, ça sert à rien. Et puis à fois après, dans des négociations internationales, on s'aperçoit qu'on perd des contrats parce que on ne sait pas pourquoi, mais bizarrement, on a une réunion et les gens, toutes les critiques que vous allez faire, toutes les questions, mais ils ont déjà tout, ils sont prêts à y répondre. Ils disent tiens, c'est étrange. Et donc voilà, c'est pas tellement le télégraphe, c'est plutôt notre culture qu'on doit changer. On doit être sensibilisé, donc il y a des services qui s'occupent de ça, c'est pas nous, mais il y a des services qui viennent nous voir, qui nous disent faites attention, ne faites pas comme ci, comme ça. Il y a des pays qui sont particulièrement offensifs, et donc on nous fait des formations spécialisées en disant quand vous rencontrez un diplomate de tel pays, attention, s'ils se comportent comme ci, comme ça, peut-être que essayez de vous recruter, essayez de des informations, soyez prudents. Otages au Mali. Les otages, c'est vraiment une question extrêmement compliquée parce que il y a l'angoisse des familles qu'on comprend très fort et on a beaucoup de mal à communiquer là-dessus parce que si on s'exprime, qu'est-ce qu'on peut dire nous par rapport à des familles qui disent voilà mon mari, mon frère, mon fils a disparu depuis des années, vous faites rien. Et on ne peut pas dire ce qu'on fait parce que ce qu'on fait, c'est le travail de plein de services, y compris des services secrets qui essaient d'avoir des contacts, d'établir des contacts, et ça on ne peut pas le dire. Mais on travaille tous extrêmement fort. On contacte les familles. Aux familles, on leur dit un peu plus que ce qu'on dit aux médias, en leur disant voilà, c'est juste pour vous, il ne faut pas que vous en parliez. Mais on ne peut pas tout dire parce que si on est en train d'essayer de développer des contacts, enfin pas nous, mais les services qui s'occupent de ça, ça peut tout mettre en l'air. Si on parle trop des otages, ben les ravisseurs savent qu'ils ont des gens qui ont beaucoup de valeur, donc ils vont être encore plus exigeants. Donc voilà, c'est vraiment compliqué, c'est une communication très compliquée des otages. Et en général, notre réponse, c'est de dire qu'on travaille, c'est vrai qu'on travaille. Mais qu'on ne peut pas donner le détail. Sur les otages, justement, est-ce que le MAE a une position de principe sur les otages pour rançon? Vraiment, les kidnappings crapuleux, où le risque, c'est qu'en donnant l'argent, finalement, il y ait d'autres prises d'otages qui viennent. Quelle est la position? La position de principe, c'est qu'on ne paye pas de rançon. Nous, État français. Mais les entreprises, quelquefois, payent des rançons. Les gens qui sont fait enlever au Nord-Mali, par exemple, travaillaient pour Areva ou des filiales. Je ne dis pas qu'Areva va payer une rançon, mais il y a quelques entreprises qui l'ont fait. Des assurances aussi, quelquefois dans les pays où il y a des risques d'enlèvement, des assurances, les gens ont contracté des assurances qui n'ont pas d'être payées. Nous, la position de principe, c'est qu'on ne paye pas. C'est Alain Juppé qui a eu une bonne famille qui dit le principe, c'est qu'on ne paye pas. Pensez-vous pas que parfois des axes pro-atlantistes donnés par les ministres ou par les présidents desservent votre travail dans le fond pour l'intérêt de la France? Si on est trop aligné, alors il y a Laurent Fabius fait une interview dans International Herald Tribune qui est en ligne sur le site de ce journal et il dit allié oui, aligné non. Donc si on est aligné sur un pays, on n'existe plus. Si on dit voilà tout ce que comme le font certains pays, tout ce que vont faire les États-Unis, on va faire comme eux, c'est plus la peine d'avoir une diplomatie. Donc on essaye de l'éviter. Mais c'est vrai qu'on est très proche des États-Unis, c'est un partenaire important. Il y a peu de sujets dans le monde où on a des vraies divergences avec eux. Il y a la peine de mort, bien sûr, le climat, mais ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont des désastres, des anomalies climatiques qui leur fait prendre conscience, le fait que
dans le commerce international, les questions sociales doivent être prises en compte. C'est quelque chose qu'on pousse très fort au Bureau international du travail, que les Américains, ni chez eux, ni dans les relations internationales, le poussent. Donc il y a des sujets comme ça, on est pas très proche des États-Unis, mais comme eux, on est pour la démocratie, les droits de l'homme, les libertés. Donc on est quand même sur beaucoup de sujets, on se retrouve. Oui, j'entends, mais ça ne répond pas à ma question, excusez-moi. Pensez-vous pas que ce suivisme puisse nuire à la qualité de votre travail et à la représentation de la France à l'étranger? C'est ça la question. Oui, s'il y avait un suivisme, oui, ça nuirait. Mais je ne le vois pas, sauf que vous avez peut-être des exemples précis, mais je ne crois pas qu'on soit suiviste. On parle beaucoup avec eux, on les écoute, ils nous écoutent. Mais il y a des nuances, il y a des différences. Le 29 novembre, le vote à l'ONU, ils ont voté pour, on a voté pour le rehaussement du statut de la Palestine, par exemple. Les Britanniques sont par exemple plus proches des États-Unis, eux, ils n'ont pas voté pour, ils sont absolus. Mais c'était un exemple, allez-y. Sur une longue période, je veux dire, sur moins de 10 ans, moins de 15 ans, là, vous sentez une contre-exemple récente, si vous voulez. Mais sur l'ensemble, il y a une trajectoire relativement parallèle. Oui. Non, c'est normal qu'on soit proche des États-Unis. C'est normal qu'on soit proche d'eux parce qu'on a beaucoup de valeurs en commun. Et si vous avez un exemple précis où on a suivi, moi je peux répondre, même ancien, mais quand vous regardez les cas, Libye par exemple, on y est allé, les Américains n'y sont pas allés, ils nous ont donné un soutien, mais ils n'y sont pas allés. Si je prends les grandes crises, Égypte, on va plus loin que dans la dénonciation de ce qui se passe. On regarde par exemple ce que fait le président Morsi, c'est pas loin. Je prends des exemples vraiment concrets, mais j'en oublie peut-être, mais non, on a notre politique qui ne consiste pas non plus à être anti-américain, ça serait pas politique non plus, mais voilà, on essaie d'avoir notre ligne à nous. Une question encore peut-être? Vous parliez tout à l'heure de l'influence grandissante de la Chine en Afrique. Donc je ne sais pas si la France a des leçons à donner à la Chine en la matière, notamment en termes de construction des infrastructures, parce que bon, nous, l'impérialisme, on peut appeler ça comme on peut, mais économique, c'est vrai qu'on le pratique allègrement, et le politique aussi encore. Je pense notamment à M. Bongo au Congo. Je pense à l'intervention récente qu'il y a eu en Côte d'Ivoire lors de l'élection de M. Gbagbo, ou encore récemment avec M. Wade au Sénégal. Concernant le suivisme des États-Unis, je voulais avoir une précision, notamment sur la question que vous en parliez juste avant, de Bahreïn. Est-ce qu'on avait, et est-ce qu'on condamne fermement la violation de la souveraineté nationale de cet État par l'Arabie Saoudite? Je ne sais pas, donc je vous pose cette question. Ça fait beaucoup de sujets, on est là pour dialoguer. Votre première question avant la Côte d'Ivoire, pardon. Je parlais de l'influence chinoise. Oui. Je me demande si est-ce qu'on a des leçons à donner, si la France ne devrait pas finalement, plutôt que de critiquer, s'inspirer de ce que fait la Chine, c'est-à-dire se cantonner à des accords plutôt économiques qu'à des ingérences qui restent politiques en Afrique. Je vous rejoins, c'est qu'on n'a pas de leçons à donner. Les pays africains ont besoin de la Chine donne beaucoup d'argent aux pays africains. Il y a des choses qui se construisent, qui sont utiles. Dans le passé, on n'a pas toujours été transparent, on n'a pas toujours fait ce qui était dans le nous. Enfin, quand je dis nous, c'est nous, les entreprises françaises, qui étaient dans l'intérêt de la Chine. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on dit, alors aujourd'hui, peut-être qu'on aurait dû le dire dans le passé, on dit aujourd'hui, il y a une transparence. Prise en compte des intérêts à long terme des pays. Il ne s'agit pas seulement d'exploiter une mine, d'exploiter des matières premières en Afrique, c'est aussi que l'exploitation de ces matières premières contribue à former des personnes sur place, à leur assurer un surcroît d'éducation, donc contribue au développement du pays. Et ça, c'est un message qu'on peut passer aux Chinois, c'est ce qu'on essaie de faire nous, on ne fait peut-être pas très bien, mais on essaie de le faire. Mais voilà, donc c'est plutôt des règles générales de comportement qu'on essaie de promouvoir
valable pour nous, mais qu'on aimerait qu'elle soit valable pour tous les pays qui interviennent dans les pays en développement. Sur votre deuxième question, Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de critiques, mais ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire, c'était avec l'autorisation des Nations Unies. On n'est jamais intervenu sans l'autorisation du Conseil de l'Éducation. C'est pour ça qu'on a refusé d'aller en Irak, parce qu'il n'y avait pas de résolution. En Libye, il y a eu 2 résolutions, notamment la de 1973. En Côte d'Ivoire, l'opération Licorne intervenait en appui d'une mission des Nations Unies. Et en quoi consistait-elle? C'était quelqu'un qui avait perdu les élections, qui refusait de partir. Donc à la fois sur le plan de la légalité internationale, il y avait le droit international qui était là, les 15 membres des Nations Unies qui avaient voté pour cette opération. Et puis en termes de légitimité, il y a Laurent Gbagbo qui refusait de quitter le pouvoir, alors qu'il avait perdu les élections, que les observateurs internationaux disaient. Donc à la fois on avait la légalité et la légitimité. Moi, je crois qu'on ne peut pas rougir de ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Bahreïn, c'est compliqué, c'est vrai. Ce que je disais, il y a une majorité chiite et le pouvoir parti en sunnite. L'Arabie Saoudite a été, et l'Arabie Saoudite est l'autre, hein, parce qu'il y a aussi spécialistes du Golfe, on dira aussi les Émirats sont intervenus et d'autres à Bahreïn. Eux disent qu'ils ont été appelés par Bahreïn, les autorités bahreïniennes disent qu'on les a appelés. Donc c'est pas vraiment une intervention qui nous est appelée par nos pays, mais est-ce qu'ils ont été appelés, est-ce qu'ils les ont appelés volontairement ou pas? En tout cas, ils les ont appelés, donc en droit international, c'est pas vraiment une invasion, et c'est discutable. C'est compliqué, Bahreïn. Parce qu'il y a l'Iran derrière aussi, on ne peut pas complètement écarter l'argument selon lequel l'Iran est aussi derrière. Et les États-Unis aussi sont derrière. Les États-Unis. Une dernière question, tout à l'heure, quand vous avez répondu à la question de monsieur, j'ai eu... devant 2 alors. Quand vous avez répondu à la question de monsieur, j'ai eu un peu l'impression d'entendre finalement une répartition des tâches. Qu'en Égypte, on pouvait finalement crier un peu plus parce qu'on était à la fois moins exposés, on n'avait pas les mêmes moyens de pression. Qu'en Libye, l'opinion américaine n'aurait pas appuyé ça, mais finalement, les Américains ne pouvaient pas intervenir. Et du coup, ça me fait un peu penser à la remarque d'Hervé Morin, qui avait été ministre de la Défense, donc qui avait été en bonne position pour juger de la chose, mais qui disait quand même en sortant que la France, aujourd'hui, était un protectorat des États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Et on est là pour discuter. Allez-y. Je vais répéter la question. Allez-y. Au niveau des pays qu'on considère plutôt comme fermés, mais plutôt comme la Corée du Nord, est-ce qu'ils sont totalement pas connectés par la diplomatie ou est-ce qu'ils ont une diplomatie active mais au plan international? D'accord. La dernière. C'est une question un peu plus technique. Vous étiez donc ambassadeur à Jakarta? Non, vice-consul. Vice-consul. Je veux juste savoir comment c'est possible de travailler normalement dans un pays qui a près de 180 dialectes locaux. Ouais. Donc comment est-ce que vous faites généralement dans ce genre de pays? Question intéressante aussi. Toutes les questions sont intéressantes. Répartition des rôles, genre pas de cop. Non, je peux vous assurer que c'est pas le cas. On n'est pas un satellite des États-Unis. Il y a quelques pays qui le sont. Vous voyez, quand il y a des votes à l'Assemblée Générale, il y a des pays, les îles Marshall, donc qui votent systématiquement comme les États-Unis. C'est pas notre cas, on a vraiment la diplomatie. Je ne vais pas revenir à la crise sur l'Irak, mais on était vraiment en gros désaccord. On l'est encore, mais ça se passe mieux. Avec l'administration Obama, on s'entend bien, on partage beaucoup de choses, c'est plus facile qu'avec l'administration précédente. Mais c'est pas parce qu'on s'entend bien qu'on est aligné sur eux, qu'eux sont alignés sur nous, mais c'est moins probable. Non, je ne suis pas d'accord. Et
il n'y a pas d'exemple précis. Alors on peut avoir le sentiment, mais dès qu'on vient dans les dossiers précis, on voit bien que c'est pas vrai. Et puis c'est vrai que moi qui vois les échanges, les discussions, on n'est pas aligné sur l'innovation, mais on n'est pas en opposition systématique non plus. Il n'y a pas de raison qu'on le soit. Corée du Nord, est-ce qu'ils ont une diplomatie active? Pas tellement. D'abord, on n'a pas de relation diplomatique avec eux. C'est l'un des pays, parce que les conditions ne sont pas réunies. Leur diplomatie, c'est de la propagande. Ce qui consiste à dire, voilà, la Corée du Nord, c'est un pays super. C'est ça leur diplomatie. Que fait-on dans les pays où on parle d'autres langues? Justement, ce que je disais, on recrute des gens qui parlent un peu toutes les langues. Moi, quand j'étais allé en Indonésie, j'avais essayé d'apprendre le malais, le bahasa indonésien. Donc voilà, j'arrivais à peu près, j'étais vice-consul, à aller voir les gens de la douane quand il y avait un Français dont le passeport était périmé, essayer de dire laissez-le passer, quand il arrivera, je vais lui renouveler, je vais lui étendre son passeport. On arrive à peu près à communiquer. On est moins bon que d'autres pays dans la formation. Par exemple, certains pays, vous n'allez pas dans un pays si vous ne maîtrisez pas parfaitement la langue. Je suis allé donc dans un pays arabe où tout le monde parle anglais, donc avec l'anglais on se débrouille, mais il y a des pays qui n'auraient pas laissé aller un diplomate qui ne parle pas couramment arabe. Moi je l'ai appris sur place, mais j'ai commencé à l'apprendre. C'est une langue très difficile. Voilà, donc on a des efforts à faire au Quai d'Orsay pour les langues, mais voilà, on arrive à se débrouiller. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous aura appris des choses. Juste un mot avant de parler de Quitte Amphithéâtre. Mardi prochain, Cactus organise une autre conférence avec Sylvain Crépon, qui est un universitaire parisien qui est spécialiste du vote Front National et de la montée du vote FN. Donc ça sera dans cet amphithéâtre de 18h à 19h30. Voilà.